Bonsoir et bienvenue dans notre nouvelle enquête au cœur des mystères non résolus de l'histoire. Avant de nous plonger dans les ombres du passé, nous serions curieux de savoir depuis quelle ville et à quelle heure vous nous rejoignez ce soir. Partagez-le dans les commentaires ci-dessous. Le récit qui va suivre n'est pas une fiction, mais une reconstitution méticuleuse, assemblée à partir de fragments de vérité oubliés dans les archives départementales, de journaux jaunis par le temps et de registres paroissiaux dont l'encre s'efface. Nous allons soulever le voile sur une affaire qui, en son temps, n'a été qu'un murmure dans les ruelles étroites du Vieux-Nice, une histoire de chagrin et de silence qui défie encore aujourd'hui la raison. C'est un voyage dans la France de 1929, une époque de lumière et d'insouciance, mais où des ténèbres anciennes persistaient, cachées derrière des façades respectables. Au cœur de ce mystère se trouve une jeune femme dont le nom, Élise Dubois, était synonyme de grâce et de sensibilité dans le quartier de la préfecture. Fille d'un horloger veuf et respecté, elle incarnait une forme de pureté mélancolique. Une artiste discrète dont les dessins délicats capturaient la beauté éphémère des fleurs du marché du cours Saléya. Les témoignages de Elle Époque, recueillis dans les carnets d'un médecin de famille, le docteur Fabre, la décrivent comme une âme fragile, profondément marquée par la perte récente de sa mère. Sa réputation était sans tache, celle d'une jeune femme pieuse et réservée, dont la vie semblait se dérouler au rythme lent et prévisible des cloches de la cathédrale Sainte-Réparate. Personne n'aurait pu soupçonner l'abîme qui se dissimulait derrière ses yeux tristes et son sourire effacé, ni la nature de l'héritage qu'elle chérissait en secret. Pourtant, derrière la porte de l'appartement situé au-dessus de l'horlogerie paternelle, Élise gardait une obsession, un objet hérité de sa mère, une boîte à musique en bois de rose et nacre, d'une facture exquise mais affligée d'une étrange particularité. Elle était silencieuse. Aucun son ne échappait de son mécanisme complexe lorsque le couvercle était soulevé. Cependant, Élise affirmait, dans les rares confidences faites aux prêtres de sa paroisse, entendre une mélodie. Une mélodie que seule son âme pouvait percevoir, une cantilène funeste qui, selon elle, servait de pont entre le monde des vivants et celui des morts. Cet objet, qui aurait dû être un simple souvenir consolateur, devenait entre ses mains un instrument d'une nature inconnue, un catalyseur de forces invisibles qui commençait à tisser une toile de tristesse sur la communauté. Ce qui était au départ qu'une excentricité de deuil allait bientôt prendre une tournure bien plus sinistre, car la mélodie silencieuse que seule Élise entendait semblait posséder un pouvoir terrible. Les registres de la gendarmerie locale, bien que laconiques, font état d'une série d'incidents troublants dans son entourage immédiat. Des personnes récemment endeuillées, venues lui présenter leurs condoléances, sombrant dans des états de léthargie profonde, de catatonie, comme si leur propre chagrin les avait littéralement consumés après leur visite. La musique inaudible de la boîte N n'était pas une simple hallucination. Elle était une résonance, une vibration qui amplifiait la douleur jusqu'à un point de non-retour. Élise Dubois, la douce artiste, était-elle devenue, sans le vouloir, la gardienne d'une mélodie qui se nourrissait de la peine des vivants? Nous sommes en 1929. Les années folles, cette décennie d'effervescence et d'insouciance, touchent à leur fin, mais leur écho vibrant résonne encore avec force sur la côte d'Azur. Nice, avec sa baie des Anges d'un bleu presque irréel, est le joyau de cette époque, un refuge ensoleillé pour une aristocratie européenne et une bourgeoisie fortunée venue chercher l'oubli dans le luxe et la douceur de son climat. C'est un monde de façades éclatantes, où la modernité des automobiles et des robes de soirée se mêle à une langueur méditerranéenne ancestrale. Pourtant, derrière ce décor de cartes postales, l'ombre de la Grande Guerre plane toujours, invisible mais tenace, et la prospérité apparente dissimule mal les cicatrices d'une société hantée par ses pertes. Dans cette atmosphère de contraste saisissant entre la fête et le deuil, les secrets les mieux gardés prospèrent dans l'obscurité des cœurs.
Le visage public de Nice est celui de la promenade des Anglais, une vitrine opulente bordée de palmiers et d'hôtels cossus aux dômes majestueux. C'est là que se joue le théâtre de la haute société. Les riches hivernants, emmitouflés dans leurs fourrures, flânent le long de la mer, les casinos brillent de mille feux et les fêtes fastueuses se succèdent dans les grandes villas qui surplombent la ville. La vie y semble légère. Une succession ininterrompue de plaisirs et de distractions, rythmée par les courses de chevaux et les régates. Cette façade de bonheur est méticuleusement entretenue, une illusion collective nécessaire pour oublier la fragilité de l'existence. Pour les habitants du Vieux-Nice, ce monde est à la fois proche et inaccessible, un spectacle permanent qui souligne la distance infranchissable entre leur réalité laborieuse et le rêve doré qui se déploie à quelques centaines de mètres de leur porte. Car à l'écart de cette splendeur côtière se niche le cœur véritable et ancien de la ville, le Vieux-Nice. Un labyrinthe de ruelles étroites et pavées, où les façades ocres et délavées des immeubles se touchent presque, créant une pénombre perpétuelle. Des rues comme la rue de la Préfecture, où se trouve la boutique des Dubois, ou la place Rossetti, dominée par la cathédrale, forment un monde à part. Ici, l'air est chargé des odeurs de cuisine, de lessive et d'humidité. Le soleil ne pénètre que par fragments, projetant des éclats de lumière sur le linge suspendu aux fenêtres. C'est un univers communautaire, où chaque voisin connaît l'histoire de l'autre, où les rumeurs se propagent plus vite que le vent. L'histoire suinte de chaque pierre. Chaque porte cochère semble garder le souvenir de drames et de joies passées. Elle, économie de ce quartier populaire, bat au rythme du célèbre marché aux fleurs du cours Saléa. Chaque matin, la place se transforme en une explosion de couleurs et de parfums. Un tableau vivant où se pressent ménagères, commerçants et quelques touristes curieux. C'est le poumon économique de la vieille ville, un lieu de labeur et d'échange où la vie s'affiche sans phare. Pour des artisans comme le père d'Élise, l'horloger, cette proximité avec le pouls de la cité est essentielle. Sa boutique, modeste mais respectée, dépend de la confiance et de la fidélité d'une clientèle locale qui valorise encore le travail méticuleux et le temps qui passe lentement. C'est dans cet environnement, entre la précision des mécanismes d'horlogerie et l'exubérance du marché, que la tragédie silencieuse de la famille Dubois va prendre racine, loin des regards du monde opulent. Toutefois, sous la surface de cette routine quotidienne, la société niçoise de 1929 est profondément marquée par un traumatisme collectif. La Grande Guerre a laissé un vide immense, des millions de morts dont le souvenir hante les survivants. Ce deuil à grande échelle a créé un terrain fertile pour un regain d'intérêt pour le spiritisme et les sciences occultes. Les séances de table tournantes, les médiums et les communications avec l'au-delà ne sont plus cantonnées aux cercles ésotériques, mais deviennent une échappatoire populaire, une tentative désespérée de maintenir un lien avec les disparus. Dans les salons, comme dans les foyers plus modestes, on cherche des réponses que ni la science ni la religion ne semblent pouvoir offrir. Cette fascination pour l'invisible, ce désir de percer le voile entre les mondes, et forme la toile de fond sur laquelle elle, étrange obsession d'Élise, va se développer. Face à cette montée de l'irrationnel, les institutions traditionnelles, et notamment l'Église, tentent de maintenir leur emprise. Au cœur du Vieux-Nice, la cathédrale Sainte-Réparate se dresse comme un rempart de foi et de certitude. Ses cloches puissantes rythment la vie du quartier, appelant les fidèles à la prière et leur rappelant un ordre divin immuable. Les archives paroissiales de cette époque, dont certains registres ont survécu, témoignent de cette tension. Les prêtres y consignent non seulement les naissances, mariages et décès, mais aussi parfois les tourments spirituels de leurs ouailles. Ces documents, consultés aujourd'hui, révèlent une communauté en proie au doute, cherchant du réconfort dans la confession, mais souvent tentée par des croyances jugées païennes. C'est dans ce contexte qu'un prêtre attentif aurait pu noter les premières confessions troublantes d'une jeune paroissienne nommée Élise Dubois. Le pouls de la ville est également capturé par les colonnes du journal local. Elle
Éclaireur de Nice. Chroniqueur fidèle de la vie niçoise, le quotidien rapporte aussi bien les soirées mondaines de la promenade que les faits divers plus modestes des quartiers populaires. Ces pages jaunies par le temps sont une mine d'informations, un miroir des préoccupations et des événements de l'époque. C'est dans une de ces brèves, peut-être une note de quelques lignes, dans la rubrique locale, que l'on pourrait trouver la première trace de l'affaire qui nous occupe. Un entrefilet mentionnant une vague de mélancolie inexpliquée ou une série d'incidents mineurs trop insignifiants pour faire la une, mais qui, assemblés, dessinent les contours d'un mystère. Comment une simple boîte à musique, objet d'enfance et de souvenirs, a-t-elle pu devenir l'épicentre d'une telle détresse? Au cœur de ce drame naissant se trouve une figure aussi discrète qu'énigmatique, Élise Dubois. À 22 ans, elle est une présence familière dans les ruelles du Vieux-Nice, une silhouette frêle que l'on croise se rendant à l'église ou achetant des fleurs au cours Saléya pour ses dessins. Les témoignages de l'époque, notamment ceux d'une voisine consignée bien des années plus tard dans une chronique locale, la dépeignent comme une jeune femme d'une sensibilité exquise, presque éthérée. Sa réputation est celle d'une âme douce, marquée par la perte récente de sa mère, emportée par la grippe espagnole un an plus tôt. Sa mélancolie est perçue par la communauté comme une expression naturelle et touchante de son deuil. Personne ne soupçonne alors que derrière ce visage d'ange triste, une obsession dévorante a déjà commencé à tisser sa toile, transformant le chagrin en un rituel secret et dangereux. Elle vit avec son père, un horloger veuf et taciturne, dans un appartement modeste situé juste au-dessus de leur petite boutique de la rue de la Préfecture. Monsieur Dubois est un homme respecté, un artisan dont la vie est réglée par le tic-tac incessant des mécanismes qu'il répare avec une précision quasi religieuse. Depuis la mort de son épouse, il s'est muré dans un silence que seul le bruit de ses outils vient briser. Absorbé par son propre deuil et par les exigences de son métier, il semble aveugle à la métamorphose de sa fille. Leur communication, comme le suggèrent les notes du médecin de famille, le docteur Fabre, s'est réduite à des nécessités pratiques, laissant Élise entièrement seule face à ses fantômes. L'atelier, un sanctuaire d'ordre et de temps mesurable, contraste violemment avec le chaos émotionnel qui s'installe à l'étage. L'appartement des Dubois est devenu un mausolée silencieux. Depuis le décès de la mère, rien n'a bougé. Ses affaires personnelles, ses livres, son châle négligemment posé sur un fauteuil, tout est resté en place, comme si elle allait revenir d'un instant à l'autre. C'est dans cette atmosphère figée, chargée de souvenirs et de chagrins non exprimés, qu'Élise passe la majeure partie de ses journées. La lumière peine à percer à travers les persiennes closes, illuminant la poussière qui danse lentement dans l'air stagnant. Cet espace confiné, autrefois un foyer de chaleur familiale, est désormais le théâtre d'une dévotion étrange, un lieu où la frontière entre la mémoire et l'hallucination s'estompe progressivement. C'est ici, dans cette chambre du souvenir, que l'objet central de son obsession trône comme un autel. Cet objet est une boîte à musique en bois de rose, incrustée de nacre. C'était le dernier cadeau de sa mère, un trésor d'artisanat dont le mécanisme complexe est, curieusement, parfaitement silencieux. Lorsqu'on soulève son couvercle, aucune mélodie ne s'en échappe. Pour n'importe qui d'autre, ce serait un objet défectueux, une simple curiosité. Pour Élise, ce silence est précisément sa vertu. Il n'est pas un vide, mais un espace qu'elle seule peut combler. La boîte n'est plus un simple souvenir, elle est devenue un artefact sacré, une relique chargée d'un pouvoir que seule son âme endeuillée semble capable de déchiffrer. Elle la polit chaque jour, la contemple pendant des heures, la serrant contre elle, comme si elle contenait l'essence même de l'être perdu, un lien tangible avec l'invisible. Les premières manifestations de son comportement étrange ne tardent pas à alerter le voisinage. Des voisins, dont les témoignages fragmentaires seront plus tard recueillis par la gendarmerie, rapportent l'avoir vue assise près de sa fenêtre, le regard vide, fixant la boîte à musique posée sur ses genoux.
Elle pouvait rester ainsi des heures durant, immobile, insensible au monde extérieur, comme plongée dans une transe profonde. Son visage, habituellement si expressif dans sa tristesse, devenait un masque figé, ses lèvres remuant parfois sans émettre de son. Ces scènes, d'abord interprétées comme des crises de mélancolie, deviennent de plus en plus fréquentes et inquiétantes. La jeune artiste semblait se retirer peu à peu du monde des vivants, préférant la compagnie silencieuse de son étrange héritage. Puis, un son a commencé à filtrer à travers les murs minces de l'immeuble. Ce n'était pas la musique attendue de la boîte, mais le fredonnement d'Élise elle-même. Plusieurs habitants de la ruelle mentionneront dans leur déposition une mélodie étrange, une suite de notes discordantes et répétitives qu'ils l'entendaient chantonner à voix basse. Cet air, décrit comme lancinant et profondément triste, ne ressemblait à aucune chanson connue. Interrogée par le prêtre de la paroisse lors d'une confession, Élise expliquera, avec un calme déconcertant, qu'il s'agissait de la mélodie de la boîte. Elle ne faisait, disait-elle, que retranscrire la musique qu'elle seule pouvait entendre, une cantilène secrète que l'objet lui jouait directement dans l'âme, une symphonie pour les morts. Cette conviction prend rapidement une dimension mystique. Les archives paroissiales de la cathédrale Sainte-Réparate contiennent une note du père Michel, le confesseur d'Élise, faisant état de sa profonde préoccupation. La jeune femme lui a avoué ne plus seulement entendre sa mère à travers la musique, mais converser avec elle. La boîte à musique n'était plus un simple pont, mais un portail actif entre les deux mondes. Pour Élise, cette communication était un réconfort, une preuve que la mort n'était pas une fin. Pour le prêtre, c'était une hérésie, une porte ouverte à des influences qu'il jugeait ténébreuses. Il a consigné dans son registre sa crainte de voir cette pauvre enfant, dans son chagrin, inviter non pas les anges, mais les démons à sa table. Pourtant, en public, Élise Dubois maintient une façade de normalité presque parfaite. Lorsqu'elle quitte son appartement, elle redevient la jeune femme douce et réservée que tout le monde connaît et apprécie. Elle sourit poliment, échange quelques mots avec les commerçants et continue ses dessins avec la même délicatesse. Cette dualité est peut-être l'aspect le plus troublant de son cas. Elle navigue entre deux réalités sans que l'une ne semble empiéter ouvertement sur l'autre. Cette capacité à compartimenter son existence rend son état d'esprit insaisissable pour son entourage. Elle n'est ni la folle du quartier, ni la simple jeune fille en deuil. Elle est les deux à la fois, une énigme vivante dont personne ne détient la clé, un secret bien gardé derrière des yeux d'une tristesse infinie. Ainsi se dessine le portrait d'une jeune femme au bord du précipice. Élise Dubois, la douce artiste, est devenue la gardienne d'un secret inaudible. La prêtresse d'un culte solitaire dont la seule idole est une boîte silencieuse. Son appartement n'est plus un lieu de vie, mais un sanctuaire où le deuil est devenu une pratique active, une invocation permanente. La question qui commence à murmurer dans les recoins sombres du Vieux-Nice n'est plus de savoir si le chagrin a eu raison de son esprit, mais de comprendre la nature de la force qu'elle a involontairement éveillée. La mélodie silencieuse qu'elle chérit tant est-elle une simple hallucination consolatrice, ou possède-t-elle un pouvoir bien réel, une résonance capable d'affecter ceux qui s'en approchent? Le premier signe, celui qui transforma la pitié en une méfiance diffuse, fut l'étrange déclin de Monsieur Lemoine, le boulanger de la rue voisine. Veuf depuis à peine un mois, il s'était rendu à la boutique des Dubois pour y faire réparer une vieille horloge, un prétexte, disait-on, pour échanger quelques mots de réconfort avec la jeune Élise, dont le deuil faisait écho au sien. Les archives de la gendarmerie contiennent une déposition de son apprenti qui raconte comment, 2 jours après cette visite, le boulanger fut retrouvé assis devant son four éteint, le regard vide, incapable de prononcer un mot. Il n'était pas mort, mais une part essentielle de lui semblait être éteinte, consumée par une apathie si profonde qu'elle ressemblait à un abandon. Le pain n'avait pas été pétri, le feu n'avait pas été allumé. Était le début d'un schéma sinistre qui allait bientôt glacer le cœur du quartier. La nouvelle de l'état de Monsieur Lemoine se propagea rapidement.
colporté entre les étals du cours Saleya. D'abord attribuée à la simple force destructrice du chagrin, l'histoire prit une autre couleur lorsqu'on la rapprocha d'un cas similaire. Madame Véron, une couturière qui avait perdu son fils unique quelques semaines auparavant, avait également rendu visite à Élise pour lui commander des dessins de motifs floraux. Depuis, elle ne quittait plus sa chambre, prostrée dans un mutisme total, refusant toute nourriture. Une vendeuse de fleurs, interrogée bien plus tard pour une chronique locale, se souviendra. On a commencé à dire que la petite Dubois, avec sa tristesse, portait la poisse. C était injuste, bien sûr. Mais quand la peur s'installe, la justice n'a plus sa place. On sentait qu'une ombre, S, était accrochée à ses pas, une ombre qui grandissait à chaque nouvelle visite. Puis vinrent les témoignages plus troublants, ceux qui dépassaient la simple coïncidence pour toucher au surnaturel. Une voisine directe des Dubois, une certaine Madame Rossi, dont le nom apparaît dans un rapport de main courante, affirma avoir ressenti un phénomène inexplicable. En passant un soir devant la porte de leur appartement, elle fut saisie par un froid glacial, une vague d'air si gelée qu'elle en eut la chair de poule en plein été. Elle jura également avoir perçu, à travers le bois de la porte, non pas un son, mais le murmure d'une absence de son, comme si le silence lui-même fredonnait une mélodie discordante et lancinante. Son témoignage, d'abord écarté comme le fruit de l'imagination d'une vieille femme, commença à semer une graine de peur bien plus concrète et irrationnelle dans l'esprit des habitants de la ruelle. L'affaire, encore confinée au ragot de quartier, trouva un écho discret dans la presse. Dans son édition du 12 octobre 1929, le journal L, éclaireur de Nice, publia une brève note dans sa chronique locale, un entrefilet de quelques lignes au titre anodin. Vague de mélancolie dans le vieux Nice. L'article, sans jamais citer de nom, évoquait une série de cas de dépression nerveuse aiguë concentrés dans le même périmètre, spéculant sur les effets persistants du traumatisme de la Grande Guerre ou sur une forme de psychose collective. L'auteur concluait sur une note rassurante, écartant toute cause pathologique. Pour le lecteur non averti, ce N était qu'un fait divers mineur. Pour les habitants du quartier, cependant, cette mention journalistique était la confirmation que le mal qui les rongeait était bien réel, même si sa véritable nature restait innommable. Le docteur Fabre, médecin de famille respecté du quartier, fut le témoin scientifique et impuissant de cette contagion de l'âme. Ses carnets médicaux, conservés aux archives départementales, révèlent sa perplexité. Il y consigne les visites à domicile chez le boulanger, la couturière, et bientôt un troisième patient, un jeune pêcheur devenu apathique après la perte de son frère en mer. Tous avaient en commun d'avoir récemment côtoyé Élise Dubois. Le docteur, homme de science rationaliste, nota cette coïncidence mais l'attribua à une contagion du chagrin exacerbée par la promiscuité du quartier. Il prescrivit des sédatifs et des fortifiants, mais ces remèdes restèrent sans effet. Dans une note en marge, il écrivit « C'est comme si leur volonté de vivre avait été aspirée, laissant une coquille vide. Leur tristesse n'est plus un état, c'est un lieu où ils se sont définitivement perdus. » Avec le cas du jeune pêcheur, retrouvé assis sur les quais, fixant la mer sans ciller pendant des heures, le doute N était plus permis. Le schéma était trop parfait, trop cruel pour être le fruit du hasard. 3 personnes, toutes frappées par un deuil récent, avaient rendu visite à Élise et avaient sombré dans un état catatonique. L'admiration que la communauté portait à la jeune artiste, à sa sensibilité et à sa grâce mélancolique, se mua en une peur sourde et insidieuse. Les murmures devinrent des accusations à voix basse. On ne la voyait plus comme une pauvre orpheline, mais comme l'épicentre involontaire d'une malédiction. La douceur de son visage commençait à paraître trompeuse, un masque dissimulant une force obscure dont elle était peut-être elle-même la victime, ou, pire encore, l'instrument consentant. Le changement dans l'attitude du voisinage fut brutal et sans appel. Les saluts polis se firent rares, les sourires s'effacèrent.
Les mères traversaient la rue en hâte, tirant leurs enfants par la main lorsqu'elles apercevaient la silhouette frêle d'Élise. Au marché, la vendeuse qui lui réservait autrefois les plus belles pivoines se tournait désormais pour servir un autre client, feignant de ne pas la voir. Élise se retrouva emmurée dans un silence social bien plus assourdissant que celui de sa boîte à musique. Cet ostracisme, né de la peur et de l'incompréhension, ne fit que la pousser plus profondément dans son monde intérieur, la coupant des derniers liens qui la rattachaient encore à la réalité et la livrant entièrement à la compagnie de ses fantômes et de sa mélodie secrète. Au milieu de cette tourmente naissante, son père, l'horloger, restait un îlot d'ignorance volontaire. Enfermé dans son atelier, son deuil se mesurait au rythme précis et régulier des balanciers qu'il remontait. Le tic-tac des horloges était sa seule conversation, la mécanique de précision, sa seule consolation. Une voisine, prenant son courage à deux mains, tenta de l'alerter sur les rumeurs et sur l'état de sa fille. Selon le témoignage de cette dernière, M. Dubois, elle, écouta d'une oreille distraite, les yeux fixés sur un minuscule rouage, avant de balayer ses craintes d'un revers de main, les qualifiant de commérage de femme oisive. Son déni, sa fuite dans le travail, laissait Élise sans aucune protection, seule face à une communauté qui la désignait déjà comme une sorcière et face à une obsession qui la dévorait de l'intérieur. Inévitablement, la peur du quartier se cristallisa sur un objet, la boîte à musique. Bien que peu de gens l'aient vue, son existence était devenue une certitude. On racontait qu'elle était toujours posée sur le rebord de la fenêtre de la chambre d'Élise, visible depuis la ruelle. Des enfants inventèrent une comptine cruelle sur la fille silencieuse qui chante aux morts et vole les larmes des vivants. L'objet, un simple souvenir maternel, fut transfiguré par l'imagination collective en un artefact maléfique, un réceptacle de chagrin capable d'aspirer la vitalité de ceux qui s'en approchaient. Il n'était plus question de la folie d'une jeune fille, mais du pouvoir d'un objet maudit, une idée bien plus terrifiante, car elle suggérait une menace tangible, une source de mal qui pouvait être transmise. Le malaise était désormais si palpable qu'il justifia une seconde mention dans « Elle, éclaireur de Nice ». Cette fois, l'article était plus direct, évoquant une psychose de la tristesse et interrogeant un fonctionnaire de la santé publique. Ce dernier se voulut rassurant, affirmant qu'aucune épidémie physique N était à déclarer et que les services de la ville suivaient la situation. Parallèlement, le docteur Fabre notait dans son journal son impuissance grandissante. Les traitements ne fonctionnaient pas et les familles des malades, désespérées, se tournaient vers des guérisseurs et des prières, abandonnant la médecine. La science et la raison reculaient, laissant le champ libre aux peurs ancestrales. Le quartier du vieux Nice, en plein cœur d'une décennie de modernité, semblait régresser vers un âge de superstition. Ainsi, les fondations du drame étaient posées. Une série de tragédies personnelles, une communauté soudée basculant de la compassion à la terreur, et une jeune femme isolée, seule gardienne d'un secret inaudible. Les rumeurs avaient fait leur œuvre, transformant une excentricité de deuil en une menace publique. Mais la question fondamentale restait entière, flottant dans l'air lourd des ruelles obscures. Était-ce une simple contagion de la peine, une hystérie collective née dans un terreau de deuil non résolu? Ou la mélodie silencieuse qu'Élise chérissait tant avait-elle réellement commencé à réclamer son dû, se nourrissant du chagrin des vivants pour offrir une étrange et funeste consolation aux morts? Face à l'escalade des rumeurs et à la peur grandissante qui paralysait le quartier, trois figures d'autorité, chacune représentant un pilier de la société, furent contraintes de s'intéresser de plus près au cas d'Élise Dubois. Le premier fut le père Michel, confesseur de la jeune femme à la cathédrale Sainte-Réparate. Ses registres paroissiaux, consultés des décennies plus tard, révèlent une profonde inquiétude.
Il y décrit les confessions de plus en plus troublantes de Élise, qui ne parlait plus seulement d'entendre sa mère, mais de devenir un canal pour toutes les âmes en peine du voisinage, attirées par la lumière de sa mélodie. Le prêtre, partagé entre la compassion pour son chagrin et la terreur d'une hérésie, la mit en garde contre ce qu'il nommait une conversation avec les ombres, craignant que la porte qu'elle avait ouverte ne puisse plus jamais être refermée. Le deuxième observateur était le docteur Fabre, un homme de science dont la rationalité se heurtait à un mur d'incompréhension. Ses carnets médicaux personnels, un mélange d'observations cliniques et de notes plus intimes, témoignent de son désarroi. Il avait diagnostiqué chez Élise un cas sévère d'hystérie post-traumatique, considérant la boîte à musique comme un simple objet de fixation pour son deuil pathologique. Il lui prescrivit des sédatifs puissants et des bains froids, des remèdes classiques de l'époque pour calmer les nerfs. Cependant, chaque nouvelle visite ne faisait que confirmer l'échec total de son approche. Élise restait polie, mais distante, son état ne s'améliorant nullement, comme si la médecine moderne était impuissante face à un mal d'une nature bien plus ancienne et profonde que la science ne pouvait le concevoir. L'enquête prit une tournure officielle avec l'intervention du brigadier Moreau, un gendarme pragmatique et peu enclin aux superstitions locales. Il fut appelé au domicile de Jacques Renard, un docker récemment veuf que sa famille avait retrouvé dans un état de catatonie complète. Assis sur une chaise face à une fenêtre ouverte, l'homme ne réagissait à aucun stimulus, le regard perdu dans le vide. L'appartement était en ordre, sans aucun signe de lutte ou d'effraction. Le docteur Fabre, appelé sur les lieux, ne put que constater un état de léthargie inexplicable. Pour Moreau, l'affaire semblait destinée à être classée comme une tragédie personnelle, une dépression foudroyante, jusqu'à ce qu'il découvre un indice dérisoire mais glaçant, posé sur la table de chevet à côté du lit des faits. Cet indice était une simple feuille de papier arrachée à un carnet. Sur celle-ci, une main tremblante avait griffonné un dessin maladroit mais sans équivoque, une petite boîte rectangulaire, ornée de motifs en spirale, avec un couvercle entrouvert. C était l'esquisse d'une boîte à musique. Interrogée, la sœur du docker confirma que son frère, accablé de chagrin, avait rendu visite à la jeune Élise Dubois la veille, cherchant du réconfort auprès de quelqu'un qui comprenait sa peine. Pour la première fois, un lien tangible, une preuve matérielle, reliait l'un des malades à l'obsession de la jeune fille. Le brigadier Moreau sentit alors que cette affaire, qui semblait n'être qu'une succession de drames humains, possédait un épicentre, un point de convergence aussi discret qu'inquiétant. La découverte la plus perturbante fut cependant faite par le père d'Élise lui-même. Poussé par une angoisse soudaine, il pénétra un soir dans la chambre de sa fille et trouva, caché sous son matelas, un journal intime. Les pages de ce carnet N étaient pas remplies de pensées d'une jeune femme de son âge, mais de dizaines de partitions musicales étranges, des suites de notes sans clé ni tempo apparent, formant une calligraphie chaotique et obsessionnelle. Entre ces portées musicales, Élise avait écrit des descriptions de ses conversations. Elle y décrivait avec une précision terrifiante non seulement le dialogue avec sa mère, mais aussi avec d'autres visiteurs, qu'elle nommait par leurs prénoms, le boulanger Lemoine, la couturière Véron, le pêcheur disparu. Elle ne se contentait plus d'entendre. Elle croyait activement invoquer et consoler les morts. Le journal révélait une réalité bien plus sombre que ce que quiconque aurait pu imaginer. Élise se voyait comme une passeuse, une médiatrice entre le monde des vivants et celui des défunts. La mélodie silencieuse de la boîte N n'était pas une simple hallucination. Elle était, selon ses écrits, un hymne que seules les âmes pouvaient entendre, un appel qui les attirait vers elle. Elle décrivait comment, en présence d'une personne endeuillée, la musique s'intensifiait, se nourrissant de la peine fraîche pour créer un pont plus solide. Elle ne volait pas la vie des gens. Elle leur offrait, pensait-elle, un dernier adieu. Une ultime conversation avec leur chair disparue, un cadeau si puissant qu'il laissait les vivants vidés de leur propre volonté, en paix mais déconnectés de la réalité.
Alors que le brigadier Moreau commençait à assembler les pièces de ce puzzle macabre, une autre découverte allait faire basculer l'enquête dans une dimension encore plus effrayante. En fouillant les affaires de sa défunte épouse, à la recherche d'une explication, d'un indice sur l'origine de cette boîte, M. Dubois trouva une lettre cachetée, glissée entre les pages d'un missel. L'écriture était celle de sa femme, et la lettre était adressée à Élise, visiblement destinée à ne lui être remise que bien plus tard. Le contenu de cette missive, lu par un père et un gendarme abasourdi, n'était pas un message d'amour maternel, mais un avertissement désespéré, une mise en garde solennelle contre un héritage familial empoisonné. La lettre décrivait la boîte à musique non pas comme un cadeau, mais comme une malédiction transmise de mère en fille depuis plusieurs générations. La mère d'Élise expliquait qu'elle-même avait hérité cet objet de sa propre mère et qu'il fallait s'en méfier. Elle le qualifiait de consolateur dangereux, un objet capable de refléter et d'amplifier le chagrin de son possesseur. La phrase la plus glaçante était un conseil énigmatique. « Si jamais tu te sens seul, n'écoute jamais sa musique avec ton âme, mais seulement avec tes oreilles. Car son silence est une faim qui ne se rassasie que de nos larmes. » La mère avouait avoir toujours résisté à son appel, mais elle craignait que la sensibilité exacerbée de sa fille ne la rende plus vulnérable à son pouvoir. Cette révélation changeait radicalement la nature du mystère. La tragédie N était plus celle d'une jeune femme sombrant dans la folie sous le poids du deuil. C était l'histoire d'un artefact, un objet potentiellement conscient, doté d'une volonté propre et d'une histoire sanglante. La boîte à musique N n'était pas un simple jouet défectueux. Elle était un héritage maudit, un catalyseur de peine qui se transmettait à travers le temps. Les avertissements du père Michel prenaient une résonance prophétique. Le diagnostic du docteur Fabre semblait soudain terriblement naïf. Et l'enquête du brigadier Moreau venait de s'ouvrir sur un abîme de superstitions et de peurs ancestrales. Élise N était peut-être pas l'instigatrice, mais simplement la dernière victime d'une longue lignée. Les trois hommes, le prêtre, le médecin et le gendarme, se retrouvèrent confrontés à une vérité qui défiait leur cadre de pensée respectifs. Pour le père Michel, la lettre confirmait la présence d'une force maligne, une entité démoniaque attachée à l'objet. Pour le docteur Fabre, elle suggérait une forme de folie héréditaire, une prédisposition familiale à l'hystérie et à la suggestion. Pour le brigadier Moreau, elle transformait une série de drames en une affaire criminelle d'une nature inédite, où l'arme du crime était un silence et le mobile, une faim insatiable de chagrin. Les différentes couches de l'enquête ne s'additionnaient pas pour clarifier le mystère, mais pour le rendre plus profond. Le plus complexe et infiniment plus terrifiant. La question N était plus de savoir comment sauver Élise, mais de comprendre ce qu'elle avait réveillé. Mais le véritable coup de grâce, le détail qui allait hanter les nuits du brigadier Moreau pour le reste de sa vie, se trouvait dans une dernière pièce jointe à la lettre de la mère. Agrafé à la feuille principale se trouvait un document officiel jauni et friable. Un certificat de décès datant de 1898, au nom de la grand-mère d'Élise, morte à l'âge de 25 ans. Sur la ligne réservée à la cause du décès, le médecin de l'époque, confronté à un mal qu'il ne pouvait nommer, avait écrit d'une plume hésitante une seule et unique mention, consumée par une mélancolie profonde. L'histoire ne commençait pas avec Élise, elle était qu'un écho. La répétition macabre d'une mélodie funeste qui jouait sa partition silencieuse depuis bien plus longtemps que quiconque aurait pu le soupçonner. Le tournant de l'affaire, ce moment où la raison capitule face à l'inconcevable, fut provoqué par l'homme le moins disposé à y croire, le brigadier Moreau. Armé de la lettre de la mère et des extraits du journal intime d'Élise, il se rendit à la boutique de l'horloger, non plus pour enquêter, mais pour mettre un terme à ce qu'il considérait encore comme une contagion de la folie. Il était un homme de faits, de preuves tangibles, et son esprit cartésien rejetait en bloc les superstitions qui gangrenaient le quartier. Pour lui, Élise était une jeune femme malade, dont le délire personnel avait trouvé un écho tragique dans le chagrin de ses voisins. Il allait la confronter,
la secouer de sa torpeur et, si nécessaire, faire appel aux services médicaux pour la faire interner. Il gravissait les escaliers menant à l'appartement avec la certitude d'un homme qui s'apprête à ramener l'ordre dans le chaos. Il trouva Élise dans sa chambre, assise près de la fenêtre, la fameuse boîte à musique posée sur ses genoux. La lumière pâle de l'après-midi dessinait les contours de sa silhouette frêle, lui conférant une aura presque irréelle. Elle ne parut ni surprise ni effrayée par sa présence. Ses yeux, d'une tristesse insondable, se posèrent sur lui avec un calme désarmant. Moreau commença son interrogatoire avec une fermeté qu'il voulait professionnelle, mais la sérénité de la jeune femme le déstabilisa. Elle ne nia rien, ne chercha aucune excuse. D'une voix douce et monocorde, elle expliqua simplement son rôle. Elle offrait une dernière conversation, un ultime adieu aux âmes tourmentées. Sa conviction était si totale, si dénuée de toute théâtralité, qu'elle en devenait plus effrayante que n'importe quelle crise d'hystérie. Le gendarme sentit un premier frisson d'incertitude parcourir son échine. Frustré par cette impassibilité qui rendait ses questions inutiles, Moreau perdit patience. Sa voix se fit plus dure, presque suppliante dans sa quête de rationalité. « Assez de sornettes, montrez-moi !» lança-t-il en désignant l'objet. « Faites-moi entendre cette fameuse mélodie qui rend tout le monde fou. Prouvez-moi que ce n'est pas qu'une invention de votre esprit malade. » Était un défi, le dernier rempart de son scepticisme. Il s'attendait à un refus, à des larmes, à une confession. Au lieu de cela, Élise hocha lentement la tête, un imperceptible sourire de pitié flottant sur ses lèvres. Était le regard d'une initiée face à un profane qui ignore la nature des forces qu'il s'apprête à déchaîner. Sans un mot, elle accepta de lui faire la démonstration, de lui ouvrir les portes de son royaume silencieux. Le rituel commença dans une simplicité terrifiante. Élise souleva le couvercle en nacre de la boîte. Aucun son ne s'en échappa, mais le silence dans la pièce sembla s'épaissir, devenir une substance palpable, lourde. Elle ferma les yeux, son visage se transformant en un masque de concentration intense. Puis, ses lèvres s'entr'ouvrirent et elle commença à fredonner. Ce N était pas un chant, mais une suite de notes basses, une cantilène discordante et répétitive qui semblait vibrer à une fréquence inhumaine. Le brigadier Moreau, debout au milieu de la pièce, se sentit d'abord mal à l'aise, puis franchement ridicule. Il assistait à la performance d'une jeune folle, et pourtant, il ne pouvait s'empêcher de sentir l'air se refroidir, comme si le fredonnement aspirait toute la chaleur de la pièce, et avec elle, toute la certitude de son monde. Soudain, l'impact le frappa avec la violence d'un coup de poing invisible. Ce ne fut pas un son perçu par ses oreilles, mais une déferlante d'émotions pures qui submergea directement son esprit. Une vague de chagrin glacial, absolu, qui lui coupa le souffle et le fit chanceler. En une fraction de seconde, la chambre des Dubois disparut, remplacée par la boue et le brouillard d'une tranchée de la Marne, en 1917. Hélène n'était plus un gendarme de 40 ans, mais un jeune soldat de 20 ans, impuissant. Devant lui, le visage de son jeune frère, Paul, le fixait, ses yeux éteignant lentement, une question muette sur ses lèvres ensanglantées. La douleur de cette perte, qu'il croyait avoir maîtrisée avec le temps, revint avec une intensité insoutenable, aussi vive et déchirante qu'au premier jour. L'expérience était d'une précision hallucinatoire. Ce N n'était pas un simple souvenir, mais une résurrection sensorielle de son pire traumatisme. Il sentait l'odeur âcre de la poudre et du sang, le froid mordant de la pluie d'hiver, le poids du corps de son frère dans ses bras. La mélodie silencieuse, qu'il ne pouvait toujours pas entendre, agissait comme un diapason de l'âme, trouvant la fissure la plus profonde de son être et l'élargissant jusqu'à la rupture. Son scepticisme, sa logique, toute sa vision du monde se désintégrèrent face à cette agression psychique. Il comprit alors, avec une terreur primale, la nature du pouvoir de la boîte. Elle ne jouait pas de la musique. Elle jouait avec le chagrin, l'amplifiant jusqu'à ce qu'il consume entièrement la volonté de vivre.
piégeant ses victimes dans un mausolée éternel de leur propre tristesse. Avec un effort surhumain, puisant dans les dernières ressources de son instinct de survie, Moreau parvint à rompre le contact. Il recula brutalement, renversant une chaise dans un grand fracas qui déchira le silence spectral de la pièce. Haletant, couvert d'une sueur froide, il fixa Élise. Elle avait cessé de fredonner et le regardait, ses yeux non plus vides, mais remplis d'une compassion ancienne et terrible. En cet instant, sa perception de toute l'affaire fut recodifiée. Élise N n'était pas une folle, ni même une sorcière. Elle était la prêtresse involontaire d'un artefact qui se nourrissait de la peine. Les victimes n'avaient pas sombré dans la dépression. Leur chagrin avait été littéralement aspiré, laissant derrière lui une coquille vide. Le mystère venait de quitter le domaine de la psychologie pour entrer dans celui de l'horreur pure. Le brigadier Moreau quitta l'appartement sans prononcer un autre mot, descendant les escaliers comme un automate. Le monde extérieur, les bruits de la ruelle, le soleil couchant, tout lui paraissait distant et faux. Son univers rationnel, bâti sur des lois et des preuves, venait d'être irrémédiablement fracturé. Les avertissements du père Michel I étaient plus des métaphores, mais des descriptions littérales. Le diagnostic du docteur Fabre semblait désormais d'une naïveté dérisoire. Il savait que le danger était réel, tangible, mais qu'il se situait au-delà de toute juridiction humaine. Comment pouvait-on rédiger un rapport sur une attaque de chagrin? Comment arrêter une mélodie qui n'existe pas? L'enquête N n'était pas terminée. Elle venait de basculer dans un abîme où la loi des hommes n'avait plus cours. Profondément ébranlé par une expérience qui avait anéanti toutes ses certitudes, le brigadier Moreau retourna à son poste, non plus en homme de loi, mais en survivant d'un naufrage de la raison. Comment consigner dans un rapport officiel la sensation d'un chagrin qui n'était pas le sien, la vision d'un frère mort depuis plus de 10 ans? Toute tentative d'expliquer la vérité le ferait passer pour fou. Face à cet abîme, il choisit la voie du silence institutionnel, une forme de déni protecteur. Son rapport, dont une copie subsiste aux archives départementales, est un modèle de laconisme. Il conclut à un cas de démence précoce pour le docker catatonique et classe l'affaire sans suite, attribuant la vague de mélancolie à une psychose collective post-traumatique. Par cet acte, Moreau ne fermait pas seulement un dossier. Il tirait un voile pudique sur une horreur qu'il ne pouvait nommer, devenant le premier complice officiel du silence. Le classement de l'affaire par les autorités laissa un vide que la peur du voisinage s'empressa de combler. Puisque la loi des hommes se déclarait incompétente, la communauté du vieux Nice instaura la sienne, une loi tribale et impitoyable. Élise Dubois devint une paria, une intouchable. Un mur de silence, bien plus dense et glacial que celui de sa boîte à musique, se dressa autour d'elle. Les voisins changeaient de trottoir à son approche, les commerçants refusaient de la servir, et des signes de protection étaient discrètement peints sur les portes des maisons voisines. La jeune femme, autrefois objet de pitié et de compassion, était désormais traitée en sorcière, l'incarnation d'un mal que l'on ne pouvait combattre, mais que l'on pouvait au moins isoler. Son ostracisme devint un rituel collectif, une manière pour le quartier de se purifier d'une menace qu'il ne comprenait pas, mais dont il ressentait viscéralement le danger. Pris en étau entre la détresse de sa fille et l'hostilité croissante du monde extérieur, M. Dubois, l'horloger, finit par céder. Un soir de novembre, après avoir découvert Élise inerte sur son lit, serrant la boîte contre son cœur comme une ancre dans une tempête invisible, il prit la décision la plus terrible de sa vie. Les registres de l'asile d'aliénés de la ville mentionnent l'admission d'Élise Dubois le 23 novembre 1929 pour mélancolie profonde et délire mystique. Des témoins de la ruelle racontèrent plus tard la scène. La jeune femme partant entre deux infirmiers, sans une larme, sans un cri, avec le même calme éthéré qui la caractérisait. Elle ne se débattit pas, comme si elle acceptait un destin écrit depuis longtemps. Ce soir-là, la boîte à musique, l'objet au cœur du drame, disparut de l'appartement. Personne ne sut jamais si son père l'avait détruite,
cachée, ou si elle était simplement volatilisée. Les années passèrent, et la mémoire du drame s'effaça, devenant une de ces légendes chuchotées que les vieilles villes aiment à conserver. Il fallut attendre le début des années 1950 pour que le passé soit littéralement déterré. Un nouveau propriétaire, entreprenant des travaux de rénovation dans l'ancienne horlogerie, fut intrigué par un son creux en abattant une cloison dans l'arrière-boutique. Derrière les briques et le plâtre se trouvait une petite niche murée dissimulant une caisse en fer rouillé. À l'intérieur, et protégée par un tissu jauni, reposait non pas la boîte à musique, mais un vieux registre en cuir, dont les pages étaient couvertes d'une écriture fine et nerveuse, datant du milieu du XVIIIe siècle. C était le journal de l'ancêtre D. Élise, l'artisan qui, le premier, avait tenu entre ses mains le silence et son terrible secret. La lecture de ce registre constitua la seconde et véritable virée narrative de cette affaire, transformant une tragédie familiale en une chronique de l'horreur héréditaire. L'ancêtre horloger y décrivait avec une fierté d'artisan sa tentative de créer un automate musical unique, un objet capable de capturer l'écho de l'âme de sa jeune épouse décédée afin de conserver sa présence auprès de lui. Mais les dernières pages du journal basculaient dans la panique et le remords. L'écriture devenait presque illisible, témoignant d'une terreur grandissante. Il avait compris son erreur monstrueuse, concluant par une phrase qui glaçait le sang. « La machine n'a pas capturé son écho, mais notre chagrin. Elle ne rappelle pas les morts, elle se nourrit de la peine des vivants pour entretenir son propre silence affamé. Je l'ai emmuré, que Dieu me pardonne. » Cette découverte posthume recadrait entièrement l'histoire. Élise N n'était pas la source du mal, mais simplement sa dernière dépositaire. La boîte à musique N n'était pas un simple catalyseur, mais une création consciente, une entité conçue par orgueil et par amour qui avait mal tourné. Le silence du brigadier Moreau en 1929 était plus un acte isolé de déni, mais l'écho d'un premier secret, d'une première dissimulation, celle de l'ancêtre lui-même. La culpabilité, elle, n'était plus individuelle, mais collective et transgénérationnelle. La ville de Nice, dans son histoire, semblait avoir développé une complicité passive, préférant emmurer ses monstres plutôt que de les affronter. Combien de fois, au cours des siècles, cette mélodie silencieuse avait-elle réclamé son dû, protégée par la peur et le secret de ceux qui auraient dû parler? Aujourd'hui, près d'un siècle plus tard, la rue de la préfecture a troqué ses drames silencieux contre le murmure animé des touristes. La boutique de l'horloger, où le temps était autrefois méticuleusement disséqué, est devenue une galerie d'art moderne. Derrière sa vitrine immaculée, des toiles abstraites aux couleurs vives offrent un contraste saisissant avec les façades ocres et délavées qui les entourent, témoins immuables d'une autre époque. La vie a repris ses droits, effaçant les souvenirs les plus sombres sous des couches de peinture fraîche et le bruit des conversations enjouées. Pourtant, dans l'ombre que les bâtiments hauts projettent sur les pavés, un air plus lourd semble persister, une densité dans le silence qui rappelle que certaines histoires ne meurent jamais vraiment. Elles attendent, simplement, imprégnées dans la pierre, que quelqu'un vienne à nouveau tendre l'oreille pour les écouter. Alors que notre regard s'attarde sur la fenêtre de ce qui fut l'appartement des Dubois, le monde sonore contemporain semble se retirer. Le carillon lointain de la cathédrale Sainte-Réparate s'estompe, le brouhaha du marché évanouit, laissant place à un silence presque absolu, une suspension du temps. C'est un vide qui n'est pas neutre, mais chargé d'une attente, d'une mémoire acoustique. Et dans cette quiétude anormale, l'espace d'une fraction de seconde, on croit percevoir non pas un son, mais la suggestion d'un son. C'est une impression fugace, le début d'une mélodie lointaine et triste, comme le fredonnement d'un souvenir qui refuserait de s'éteindre complètement. Une vibration si subtile qu'elle semble s'adresser non pas à l'oreille, mais directement à l'âme, un écho du chagrin qui a si longtemps hanté ses murs. Le destin final
Élise Dubois demeure une page blanche dans les archives de la ville. S'est-elle éteinte à l'asile, emportée par la mélancolie qu'elle avait si bien servie, ou a-t-elle un jour retrouvé le chemin du monde des vivants, libérée de son fardeau? Nul ne le sait. Quant à la boîte à musique, elle a disparu de la surface de la terre après son internement. Aucune trace, aucune mention. Pourtant, une légende tenace murmure encore dans les recoins du Vieux-Nice qu'elle n'a pas été détruite. Elle réapparaîtrait périodiquement, transmise de main en main comme un héritage empoisonné, trouvant toujours refuge auprès de ceux dont le cœur est brisé, attendant patiemment d'être ouverte à nouveau pour jouer sa terrible et silencieuse partition à une nouvelle âme esselée. Ainsi se termine notre voyage dans les ombres de 1929. L'histoire d'Élise Dubois et de sa mélodie funeste nous rappelle que le chagrin, comme l'art, peut être une force créatrice autant que destructrice, et que les objets que nous chérissons conservent parfois bien plus que de simples souvenirs. Ils peuvent devenir les réceptacles de nos peurs, de nos amours et de nos peines les plus profondes. Alors, quelle est votre théorie? Élise était-elle une médium sensible, une jeune femme simplement consumée par le deuil, ou la gardienne involontaire d'un pouvoir ancien qui la dépassait infiniment? Nous vous invitons à laisser votre interprétation dans les commentaires ci-dessous et à partager votre propre réflexion sur ce mystère qui défie le temps.